Bonjour à tous et bienvenue sur la philosophie de combat, 20e vidéo consacrée à la rhétorique, et cette fois-ci je vais remettre une couche sur ce que j'avais déjà pu dire sur la rhétorique en allant un peu plus dans le détail, et à la fin de cette série de vidéos sur la rhétorique je parlerai de la manipulation mentale et ce genre de choses. Donc après avoir vu en long, en large et en travers la dialectique, c'est-à-dire la forme du discours, maintenant on va voir ce qui se passe dans le discours et comment on peut avoir le discours le plus pertinent et le plus performant possible. Alors, la rhétorique va aller dans le fond du détail du discours et va essayer de nous donner une idée sur comment on peut répondre à la question, comment est-ce que moi, avec mon langage, je peux persuader quelqu'un, le convaincre. On peut aussi utiliser d'autres mots, hein, persuader, convaincre, manipuler ou laver le cerveau. C'est c'est toujours un peu la même chose. On peut tout simplement argumenter pour convaincre, même si nos arguments sont faux, et on peut argumenter, même si, surtout s'il faut le faire, si nos arguments sont bons. Donc voilà, tout ça, c'est des techniques, essentiellement, ça s'apprend. Ça s'utilise à l'expérience, et c'est en forgeant qu'on devient forgeron, eh bien c'est en dialoguant et en utilisant de la rhétorique qu'on devient un bon rhéteur. C'est des techniques qui sont beaucoup utilisées quand vous faites des métiers comme vendeur, des métiers comme avocat, c'est-à-dire quand vous êtes dans un espace d'échange avec une autre personne dans laquelle le dialogue peut avoir une influence. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'idée que on va se taper dessus pour convaincre l'autre. On peut aussi lui taper dessus, mais dans l'espace dans lequel la rhétorique se place, on est là pour convaincre l'autre. Ça s'utilise aussi énormément en politique, et c'est surtout d'ailleurs la politique qui va en majorité utiliser la rhétorique pour convaincre des électeurs de voter pour eux, pour convaincre qu'un projet est le bon ou qu'une idée est la bonne, etc., etc. Donc on est dans l'idée d'un travail de fond sur le langage. Alors, dans le langage, qu'est-ce que c'est un langage? C'est un échange d'informations codées, tout simplement, des différentes langues. Mais il y a aussi le morse, c'est une langue, c'est un échange d'informations codées avec des signes. Les signes, ce sont des mots, tout simplement. Et ces mots, on les emboîte dans des phrases et on peut comme ça échanger des informations. Donc elles sont codées. Il y aurait un autre niveau d'échange d'informations qui serait plus à voir, mais là faut voir la philosophie un peu plus moderne, on va dire, mais la tendresse est un langage à lui seul, mais qui n'est pas forcément codé, qui est plus instinctif. Donc voilà, il y a d'autres formes aussi d'échange. Mais là, on parle d'échange d'informations codées avec des signes, et voire même surcodées avec des symboles, c'est-à-dire que vous avez des mots, et après vous avez aussi des images qui disent plus que les mots en eux-mêmes, ou qui disent plus que l'image en elle-même. Donc voilà, échange d'informations codées. Alors il y a des sciences pour la langue. C'est très moderne d'ailleurs tout ça. L'idée que en fait la philosophie finalement c'est qu'une question de mots et c'est pas une question de réalité. Et que en fait finalement les philosophes se sont depuis toujours plantés parce qu'en fait ils utilisaient leur langue pour dire beaucoup de choses, mais en fait la langue c'est qu'un échange d'informations codées et donc ça ne peut pas dire la réalité du monde. Ce qui n'est pas complètement faux, mais ce qui n'est pas complètement vrai non plus. Et donc, il y a des sciences modernes qui s'occupent justement de la linguistique. Alors, il y a la sémantique, c'est l'étude des signifiés, ce qui est dit, ce qui est énoncé, l'étude de ce qui est dit. La syntaxe, l'étude du cadre dans lequel ce qui est dit, c'est-à-dire en gros la grammaire, l'orthographe. La sémiologie, la science qui étudie la vie des signes au sein d'une vie sociale, c'est-à-dire comment les signes justement, comment les mots évoluent au corps au sein de la société. La sémiotique étudie le processus de signification, c'est-à-dire la production, la codification et la communication des signes, c'est-à-dire comment on produit un mot, comment on construit un mot, et comment est-ce qu'on construit est-ce qu'on construit un langage d'ailleurs. Après, on étudie comment ce langage évolue, c'est la sémiotique. La syntaxe, c'est la grammaire, en gros, comment se forme, quelle est la forme justement de tous ces signes qu'on utilise. Et la sémantique, c'est qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce que ça veut dire. On pourrait rajouter d'ailleurs, c'est un peu plus large comme science, mais l'herméneutique. L'herméneutique, c'est la science de l'interprétation. Alors c'est très simple, ça vient du grec, du dieu grec Hermès, qui était le messager de Zeus. Et en fait, l'idée donc c'est là vient le mot herméneutique. Et donc l'idée c'était d'avoir une science, de savoir qu'est-ce que veut dire la personne quand elle dit quelque chose.
Alors c'est à prendre à double tranchant parce que on peut soit mieux comprendre ce que voulait dire une personne, on peut mieux comprendre ce que voulait dire, je sais pas moi, Spinoza ou Kant, et on peut aussi détourner les phrases et les mots pour leur faire dire ce qu'elles ne disent pas. Donc ça, c'est l'herméneutique, c'est souvent la science qui nous permet de réfléchir sur quand on a un texte ou un discours, est-ce qu'on comprend bien ce que la personne veut dire. Bon, ça, il faut savoir que ça existe. Alors, quand je fais de la rhétorique, quand je discute avec quelqu'un et je veux le convaincre de quelque chose, je sais tout un tas de choses sur lui a priori. Donc avant de rencontrer cette personne, je sais tout un tas de choses. Alors on va pas parler du transcendantal chez Kant, on va pas parler du temps et de l'espace, on va parler purement dans le niveau du langage. Je sais un certain nombre de choses chez lui et sur quelle corde je peux appuyer pour le convaincre. Alors a priori chez une personne avant que je la rencontre, je sais qu'il y a déjà un certain nombre de choses. La première c'est la doxa. La doxa c'est la moyenne, l'ensemble des opinions moyennes d'une population. Donc en moyenne les Français pensent que ceci cela. Et donc je sais que par rapport à cette doxa, en moyenne les Français sont contre la peine de mort, en moyenne les Français sont ceci, en moyenne les Français sont cela. Et donc je sais que dans cette doxa il y a des opinions, des jugements qui sont déjà là a priori chez la personne. Et donc si vous voulez, cette personne a en quelque sorte une norme. Vous voyez, il n'a pas des idées extrêmes ou délirantes, il a des idées qui rentrent justement dans la moyenne. Si vous connaissez bien l'idée de la courbe de Gauss, d'ailleurs vous pouvez aller voir sur internet à quoi ressemble une courbe de Gauss, en gros, euh, c'est la courbe qui va vous montrer en gros les écarts par rapport à la moyenne, c'est-à-dire que vous avez la moyenne des gens pour un certain nombre de choses, mais il y a des écarts. Et en fait, on se rend compte que les écarts sont pas très importants. Donc à part peut-être, je sais pas moi, 10% de la population, les 90 autres pourcents restants pensent en moyenne un certain nombre de choses. Donc voilà, si vous vous mettez à courir à poil dans la rue, la moyenne des gens qui va vous regarder à courir à poil dans la rue vont penser que c'est pas bien. Indépendamment de si vous êtes un chic type ou de si vous êtes souriant ou si vous faites ça pour la liberté de l'espèce humaine ou je ne sais quoi, eh bien la moyenne des gens vont penser que, etc. Ce qu'on appelle la doxa. C'est juste à savoir, c'est-à-dire dans toutes les sociétés, il y a une doxa. Il faut juste, le mieux c'est de la connaître pour pouvoir tirer les cordes qui sont derrière cette doxa. Chez une personne, il y a une éthique aussi. Il y a en lui l'idée pas d'une société idéale, mais l'idée de perfectibilité. C'est-à-dire que chez la personne, elle imagine pas un monde idéal, mais comment dirais-je, elle a une idée de ce qui est perfectible, de ce qui pourrait être mieux. Elle a une idée, un certain nombre de valeurs, d'opinions, de jugements sur ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Et cette éthique chez la personne est très profonde. Je l'ai déjà dit d'ailleurs dans mes vidéos sur l'éthique. Et en fait, on sait que même quelqu'un qui vous dit je n'ai aucun jugement, aucune opinion sur rien du tout, c'est déjà un jugement et une opinion. Ça s'appelle tout simplement du nihilisme, c'est-à-dire que la personne ne croit en rien. Mais rien que ça, derrière le nihilisme, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a tout un tas d'opinions et tout un tas de jugements qui sont là et qu'on va pouvoir aussi modifier par le langage, par la parole, et on va pouvoir aussi, d'autres diront on peut les manipuler, ces idées, etc. Donc chez la personne, je sais déjà qu'il y a une doxa, moyenne des opinions et jugements, et il y a une éthique, c'est-à-dire qu'il y a l'idée d'un qu'on peut faire mieux, l'idée de se perfectionner. Et donc cette construction mentale de qu'est-ce qu'un comportement positif, je vais pouvoir travailler dessus, ou je vais savoir ça chez la personne avant de discuter avec elle. Et donc dans cette éthique, il y a un certain nombre de tabous. C'est-à-dire que le tabou, c'est quand on viole le sacré. Euh, C'est-à-dire quand le sacré, c'est ce pourquoi on est prêt à se sacrifier. Et en fait, vous voyez que dans la société moderne, dans la société, on va dire, il y a chrétienne, la France du XIIIe siècle, par exemple, les gens étaient prêts à mourir pour Dieu. Aujourd'hui, par exemple, les gens sont prêts à mourir pour défendre la vie de leurs enfants. Si vous voulez en savoir plus sur toutes ces choses-là, je vous conseille Luc Ferry, le petite vidéo qu'il a fait Apprendre à vivre de Luc Ferry, c'est génial et c'est bien résumé là-dedans. Donc, donc il y a la violation du sacré, par exemple, si vous allez chez quelqu'un et vous lui tenez des propos, je sais pas moi, qui l'inciteraient à avoir ou des propos tendancieux sur les enfants, ce genre de choses, et tout de suite vous allez vous allez violer le sacré qui est en lui, qui est on ne touche pas aux enfants. Et donc ce tabou-là, il existe et il faut savoir justement, si vous voulez convaincre la personne, pas ne pas
rentrer trop brutalement dans ces tabous parce que sinon il va pas vous écouter tout simplement. Elle va penser que vous êtes un monstre et puis voilà, que vous êtes justement celui qui viole le sacré, c'est vous êtes un profanateur en quelque sorte. Vous êtes une espèce de monstre. Et donc, voilà, une personne a des tabous et c'est très bien et il faut savoir que ça existe. Donc, quand on est face à une personne, il vaut mieux être consensuel, c'est-à-dire ne pas froisser son éthique. En tout cas, si vous voulez convaincre une personne que, je sais pas moi, boire et conduire c'est bien, ça va sans doute froisser sa doxa et son éthique, parce qu'il pense que vaut mieux des routes plus sûres, etc., et qu'on peut toujours faire mieux et on peut toujours diminuer le nombre d'accidents mortels sur la route par année en France. Et donc, il vaut mieux avoir un discours consensuel si vous voulez le convaincre que finalement boire et conduire c'est pas si dangereux que ça. Maintenant, bonne chance. Hein. Mais si vous voulez convaincre je sais pas, dans la vie au quotidien, si vous ou dans une vie commerciale, si vous voulez convaincre un client d'acheter votre produit, vous allez rester absolument consensuel et pas rentrer dans des sujets genre politiques ou n'importe lesquels, parce que sinon vous risquez justement de heurter un de ces tabous et vous n'arriverez plus à le convaincre à ce moment-là. A priori, j'ai un auditeur aussi. Alors, faut connaître les attributs de cet auditoire, l'âge, le nombre de personnes qui vous écoutent, ce genre de choses. Alors, c'est marrant parce qu'avec Internet, justement, ça peut être n'importe qui, donc il faut absolument avoir un dialogue ou un discours, justement, un peu consensuel, mais pas trop non plus, parce que on fait de la philosophie, on n'est pas là au pays des bisounours, donc il faut justement penser à la façon dont il y a des tas de choses que j'aimerais dire que je peux pas dire parce que j'aimerais rester assez consensuel et parce que l'intérêt n'étant pas forcément de choquer les gens, c'est pas vraiment, on peut faire ça avec la philosophie mais c'est pas le but. Le but étant euh, on va dire de on verra d'ailleurs ce que c'est le but de la philosophie, mais il y en a plusieurs, c'est pour ça qu'on peut pas répondre simplement, mais en gros penser à cette idée de perfectibilité. Et avec la philosophie, on essaie justement d'améliorer la vie des gens ou sa propre vie. Donc j'ai un auditoire. L'âge, le nombre, est-ce que ce sont des professionnels, est-ce que etc. Est-ce que c'est un enfant de 10 ans, est-ce que c'est un papy de 90 ans ou ce genre de choses. Et comme je sais pas, il faut rester consensuel. Euh, alors ouais, ça je l'ai mis là, mais j'en ai pas encore parlé, c'est dommage, mais bon. L'âme. L'âme, ça vient du latin anima, qui veut dire ce qui nous anime. Et ce qui nous anime, c'est-à-dire un certain nombre, justement, c'est cette doxa et cette éthique qui vont faire qu'on va avoir tel ou tel comportement. Il y a aussi la société qui nous force à avoir tel ou tel comportement, mais je veux dire, quand vous vous levez le matin pour aller au travail, vous vous dites pas pourquoi est-ce que je me lève le matin, vous le faites sans réfléchir. Et donc, le besoin d'aller gagner de l'argent vous anime en quelque sorte. Même s'il y a tout un tas d'autres choses qui vous animent aussi, mais on vous a dans votre âme, il y a l'idée que euh, vaut mieux avoir de l'argent que pas en avoir. C'est pour ça que vous le matin, parce que vous préférez avoir de l'argent que ne pas en avoir, et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'ailleurs, vous n'avez pas vraiment le choix, mais bon. Et donc, savoir que la personne a une âme, c'est-à-dire que elle a une relation entre son éthique et ce qu'elle va faire, la façon dont elle va agir dans le réel. Voilà, la langue est un code, ça j'ai déjà dit. L'usage des signes et des symboles, donc est-ce que je suis capable de communiquer avec l'autre avec les mêmes signes et les mêmes symboles, en gros. Le langage est un système, donc je suis plus dans l'étude de l'usage des signes, mais je suis dans l'étude intéressée de l'usage des signes et des symboles. C'est-à-dire que j'ai un but. Et là, on commence à rentrer doucement dans la rhétorique, c'est-à-dire que quand la langue est un code et un système, c'est-à-dire que c'est un code, on me parle en français, on échange un certain nombre de signes, mais c'est aussi un système, c'est-à-dire que je peux délimiter un certain nombre de signes pour que la façon dont je vous parle soit forcément euh, euh, va influencer votre vision du monde, votre âme, votre éthique, votre doxa, etc. Donc, euh, on peut aussi créer le langage comme un système, et ce système c'est-à-dire qu'on va utiliser tout cet échange de signes qu'on a en ce moment là euh, dans un objectif précis, dans un but, avec un objectif. Et donc je vais justement faire de mon mieux pour amener ce nombre de signes et de symboles à vous amener à penser sur quelque chose, ou à modifier votre opinion, ou à vous convaincre, etc. Et donc,
Il y a l'étude intéressante. Donc les signes, je vais les coder d'une certaine manière. Pensez par exemple au langage SMS. C'est toujours un échange de signes, mais qui est dans un système. Pensez au langage des jeunes entre guillemets, euh, c'est-à-dire plutôt la pauvreté du langage, mais ça c'est c'est pas grave. Euh, le langage de la cité par exemple, ou le langage des prisons, ou le langage des scientifiques, tout ça c'est toujours les mêmes signes qu'on utilise, mais ils sont dans un système. Et en fait, par exemple, quand vous discutez avec des gens, des professionnels de la philosophie, si ça peut arriver, souvent ils vont entrer en utilisant des mots techniques. Et ces mots techniques, ils les utilisent déjà parce que c'est pratique, mais ensuite parce que on peut dire les choses différentes façons. Si je vous parle de la mémemnèse et si je vous parle de l'oubli, c'est pas tout à fait la même chose, mais en gros, ça veut dire la même chose. La mémemnèse, c'est le fait d'oublier, et l'oubli, c'est l'oubli en général. Et donc, j'aurais pu utiliser un mot compliqué, mais je préférerais utiliser un mot. J'avais le choix d'utiliser un mot très de jargon, de philosophe, ou j'avais le choix d'utiliser un mot plus consensuel justement. Et ben, quand je fais le choix d'utiliser un mot plutôt qu'un autre, justement, je rentre ce mot, ou je choisis ce mot parce qu'il va rentrer dans un système, et ce système va me permettre de vous convaincre. Et donc, le langage du vendeur, le langage du politique, tout ça, c'est codé dans un système très précis. Et d'ailleurs, il y a même derrière les hommes politiques, il y a des gens très doués, très intelligents, qui choisissent les mots avec beaucoup de soin et beaucoup de précision, parce que ils ont justement envie que l'auditeur qui entend le discours d'un homme politique soit complètement englobé dans un système, et dans ce système-là, euh, tous les mots vont vous amener vers une vision du monde, une pensée, etc. Et donc c'est très important les mots qu'on utilise, ou les mots qu'on reçoit, ou la façon dont on va s'exprimer. Et surtout, faut que ça soit une logique de système, c'est-à-dire que je peux pas utiliser n'importe quel mot, je peux pas m'exprimer de la façon dont je veux. Si je veux convaincre quelqu'un, il faut que je sois dans une logique de système. Et donc, il faut que j'utilise un certain nombre de mots, justement, bah là je me répète un peu, désolé, mais pour vous convaincre et pour vous faire rentrer dans mon système. Et quand vous êtes rentré dans mon système, et ben votre pensée, comme vous pensez avec des mots, c'est d'ailleurs ça le reproche qu'on fait souvent à la philosophie, mais c'est vrai qu'on pense que avec des mots. Essayer de penser sans mots et sans images, c'est impossible. Et bien dès que vous essayez de penser, vous utilisez un certain nombre de mots, un certain nombre d'images qui vont délimiter votre pensée dans un système. C'est comme j'ai pu d'ailleurs le dire, et je le répète encore, mais quand on parle des pauvres et on dit les feignants, ou on dit les exploités, c'est vraiment pas la même chose. Et on rentre dans deux systèmes différents en façon à ce qu'on dise les feignants, ou de façon à ce qu'on dise les exploités. Alors, ouais. Quelque chose aussi que je sais a priori d'une personne, c'est que je m'adresse autant à un corps qu'à une conscience. Donc je m'adresse au corps de l'autre, et je m'adresse à son esprit. Mais c'est-à-dire que par exemple quand vous voulez convaincre quelqu'un, enfin ça dépend des cultures. Au Japon c'est pas vrai, en France c'est plutôt vrai. Par exemple quand je vais voir mon collègue le matin et je lui dis bonjour, je le regarde dans les yeux, parce que je m'adresse pas seulement à une oreille, je m'adresse aussi à une personne. Donc je le regarde, je dis bonjour, ça va, je suis souriant, etc. Encore une distinction importante, c'est l'être et le paraître. L'être, c'est celui que vous êtes, vraiment, et le paraître, c'est celui que vous montrez aux autres. Vous n'êtes jamais vraiment le même quand vous êtes tout seul que quand vous êtes avec d'autres personnes. Et en plus, vous êtes différent, euh, c'est-à-dire que vous paraissez différent en fonction des gens avec qui vous êtes. C'est-à-dire que celui que vous êtes quand vous êtes tout seul dans votre salle de bain, et celui que vous êtes, ou celui que vous montrez quand vous êtes avec vos collègues, ou celui que vous montrez quand vous êtes avec votre patron, ou celui que vous montrez quand vous êtes avec vos amis, c'est à chaque fois un mode différent, différente façon d'être avec les autres. Et donc en fait, un des points clés de la rhétorique aussi, c'est de se dire que la personne, quand je discute avec elle, je discute pas avec son être, sauf si on est un psychothérapeute ou ce genre de choses, mais je discute avec son paraître. C'est-à-dire qu'elle va me montrer une de ses façons d'être, c'est-à-dire une des façons dont elle est avec moi d'une certaine façon, mais avec d'autres elle est d'une autre façon. Et en fait, dans un discours commercial, politique, etc., euh, c'est souvent un paraître,
qui s'adresse à un autre paraître. C'est-à-dire que je ne montre pas, c'est pas celui que je suis vraiment discute avec celui que vous êtes vraiment, c'est plutôt celui que je montre discute avec celui que vous montrez aussi. Et donc comme forcément nos rapports, nos échanges, c'est un face-à-face qui n'est pas forcément très honnête, puisque c'est ce que je montre de moi, mais c'est pas la totalité face à ce que vous montrez de vous, mais ce n'est pas une totalité non plus. Et donc quand ces deux paraîtres communiquent, on peut, à travers ce que l'on veut montrer, on peut toucher l'autre qui est derrière. C'est-à-dire que moi, là comme je discute là, ces vidéos sur internet, je suis d'une certaine façon, et en fait, vous derrière votre écran, vous êtes d'une certaine façon quand vous m'écoutez. Vous êtes comme on dirait, vous êtes en mode écoute, vous êtes en mode ceci ou en mode cela. Peut-être vous êtes en mode, je sais pas moi, ménage, et vous écoutez une de mes vidéos. Eh bien, celui que vous paraissez quand vous êtes dans ces différents modes de l'être n'est jamais vraiment le même. Et en fait, sachant ça, je peux dialoguer avec l'autre, toujours dans un système de signes codés, et je vais discuter avec l'autre. Et j'essaye de toucher l'être qui est derrière le paraître. Voilà ce que j'essaye de faire. Et donc, faut surtout pas hésiter justement à argumenter, parce que finalement vous êtes dans un mode avec l'autre où vous êtes plutôt dans l'argumentation, et l'autre il est dans un mode où il est où il est plutôt dans un mode défensif, on va dire, et il faut justement essayer d'atteindre, si vous voulez vraiment convaincre l'autre, l'être qui est derrière le paraître. C'est l'être qui est derrière le miroir, comme on dit. Celui que vous êtes vraiment, quoi. Et il faut que j'atteigne par le langage, c'est très important en rhétorique, celui que vous êtes vraiment. Et il y a différentes façons de l'atteindre, cette personne-là. On peut, si je me mets à vous insulter ou à vous énerver très fort, vous allez montrer comment vous êtes quand vous êtes énervé, c'est vrai, mais il y a une petite partie de vous-même qui va ressurgir à la surface, qui va pas être complètement effacée par ce paraître que vous mettez tout le temps. Et ce paraître, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être une façon de s'exprimer, ça peut être une façon de s'habiller, ça peut être, en fait, on peut dire une sorte de camouflage. C'est comment vous camouflez celui que vous êtes vraiment, comment vous le maquillez, et ça peut être tout simplement aussi comment on camoufle et on maquille des idées. C'est-à-dire que on peut, quand je vous parle là en ce moment, par rapport à ces vidéos sur internet, je suis dans un certain mode du paraître. J'utilise un langage dans un système, on est d'accord? Et en fait, euh, je j'échange un certain nombre de mots avec vous, mais ces mots, l'idée du philosophe, c'est pas d'atteindre celui que vous êtes, celui que vous paraissez, mais celui que vous êtes vraiment. Donc le discours du philosophe va essayer d'être très pénétrant, dans le sens il va essayer de voir au-delà des illusions, au-delà du maquillage, au-delà de ce qui est juste voilà une illusion étant vraiment le mot, au-delà du vraisemblable, je vais aller dans l'être et dans celui que vous êtes vraiment, ce que vous pensez vraiment, etc. Et la rhétorique va essayer d'atteindre, de percer ce camouflage justement, de briser l'armure comme on dit souvent, pour vraiment toucher l'être angoissé, heureux, enfin celui que vous êtes vraiment. Enfin, voilà. Et justement, c'est pour ça que l'on peut convaincre, parce que dans une rhétorique, on peut percer entre guillemets les défenses intellectuelles et logiques de l'autre. Et donc, la rhétorique va nous permettre justement d'aller au-delà de ce paraître que vous avez tout le temps dans le dialogue, dans la pensée, dans ce que vous me dites de ce que vous pensez, ou dans la façon de vous maquiller, mais même avec du maquillage. C'est-à-dire, si on enlève à une fille son maquillage, on voit à quoi elle ressemble vraiment, vous voyez. Et moi, je m'adresse pas à cette fille maquillée, c'est pas ou je m'adresse pas à cette pensée camouflée. Je m'adresse à l'être qui est derrière cette pensée camouflée. Et donc, c'est pour ça que la rhétorique, qu'est-ce qu'il y a dans ce camouflage si on réfléchit bien? Il y a la volonté d'être différent de celui qu'on est, il y a la volonté justement de pas trop montrer qui l'on est vraiment, et puis il y a la volonté surtout de se défendre face à tout le monde. Imaginez que vous soyez toujours dans l'être absolument pur, je sais pas moi, un peu comme Jésus par exemple, eh bien il va vous arriver des bricoles, parce que forcément les gens, comme ils sont dans un discours, qui sont bien cachés derrière ce à quoi ils ressemblent, ceux qui pensent vraiment, ils le montrent jamais, ils montrent ce qu'il faut dire, ils montrent, voilà, ils font de la doxa, en gros, ils sont dans la doxa. Et donc,
qu'est-ce qu'il y a justement dans ce camouflage? Eh ben, il y a, voilà, il y a les défenses. Il y a l'envie de pas se faire manipuler ou de se faire, de pas se faire détruire toutes les 30 secondes. Par le premier qui vient, genre si vous baladez dans la rue et quelqu'un vous traite de sale con, vous n'allez pas le dire, oh mon Dieu, c'est vrai, au secours, je suis un sale con. Non, dites, justement, vous avez un certain nombre de défenses intellectuelles qui vous permettent de dire, mais ce mec, j'en ai rien à foutre. Mais d'ailleurs, on s'en fout. Voilà. Donc, il y a l'idée, à mon avis, très profonde de vouloir être capable de survivre et d'être fort dans son esprit, dans l'idée de quand on se camoufle. Et l'envie d'avoir l'approche au monde, pas forcément la plus agressive, mais celle qui pourra le moins nous agresser. C'est-à-dire une approche au monde assez défensive finalement, mais qui permet justement de ne pas être blessé au plus profond de nous-mêmes, ou de toujours maîtriser son image, ou de maîtriser sa pensée, etc. Voilà. Alors, a posteriori, on sait tout un tas de choses. On sait que comment dirais-je, on sait que la rhétorique a pu fonctionner, ou a fonctionné, ou fonctionne à cause de tout un tas d'indicateurs qu'on a pu vérifier par l'expérience. Un homme, ça, on peut convaincre. On peut convaincre un homme. La preuve, c'est que des hommes politiques peuvent vous convaincre de voter pour eux. Donc, vous pouvez changer de candidat, vous pouvez vous dire ah ben finalement je vais voter pour quelqu'un d'autre. Donc vous êtes quelqu'un qui est capable d'être convaincu. Donc on sait avec l'expérience que les mots, la vision du monde et toutes ces choses-là vont vous animer d'une certaine façon ou d'une autre. Et une bonne façon aussi de savoir, c'est qu'on sait que des hommes peuvent être sceptiques, c'est-à-dire qu'ils doutent, ils croient pas tout à fait que ceci ou cela. Alors savoir aussi avec l'expérience, on sait que en général les hommes aiment bien se bercer d'illusions. Ils aiment bien, ils sont bien dans ils sont plus confortablement installés dans justement dans le paraître que de vraiment dans l'être. On est plus, on est mieux avec je vais presque dire quelque chose d'un peu anti-philosophique, mais finalement, est-ce qu'il vaut pas mieux vivre heureux en se berçant d'illusions que être malheureux en voyant la réalité? Bon, il se trouve que généralement, la différence entre la réalité et les illusions sont pas aussi, c'est pas le bonheur d'un côté et le malheur de l'autre, ça marche différemment. Donc, comme l'homme aime bien se bercer d'illusions, il aime bien vivre dans un monde imaginaire, etc., euh, on, on sait avec l'expérience que, comme ce sont des illusions, elles ne sont pas fondées sur quelque chose de stable, ou de fixe, ou de solide, ou une argumentation solide, ou une logique solide, ou etc. Et donc, comme l'homme aime bien se bercer d'illusions, on sait avec expérience que il suffit juste de légèrement modifier ces illusions-là. On peut aussi être vraiment un philosophe et rentrer dans la personne, dans l'être de la personne, essayer de parler avec son être, mais l'homme aimant bien se bercer d'illusions, si on veut convaincre, on va juste légèrement décaler, modifier, manipuler ses illusions pour qu'il continue à vivre dans ses illusions, mais c'est légèrement différent. Alors il y a un très bon texte très célèbre de Platon qui est l'allégorie de la caverne. Hein. L'homme est-il... on peut se poser la question justement quand on dit l'homme aime bien se bercer d'illusions, c'est l'homme est-il condamné à vivre dans la caverne de Platon? Alors en gros, la caverne de Platon, c'est des esclaves qui sont enchaînés dans une caverne et ils reçoivent, en gros, ils sont enchaînés, ils sont obligés de regarder devant eux et devant eux, on leur passe des ombres de cheval, des ombres d'hommes, des ombres de, ils ne voient que des ombres. Et étant enfermés dans cette caverne, ils finissent par imaginer que la vérité, ce sont ces illusions qu'ils voient projetées sur le mur comme des ombres chinoises. Et en fait, si vous voulez, quand vous êtes dans cette logique-là, on peut se dire, mais finalement, si je veux modifier, si je veux convaincre une personne, j'ai juste à, au lieu de donner des ombres chinoises de cheval ou de je ne sais quoi, j'ai qu'à lui donner des ombres chinoises d'autre chose. Et finalement, je modifie juste un peu ses illusions. Question plus philosophique, l'homme est-il condamné à vivre dans la caverne de Platon? Bien sûr que non. Oui et non, enfin c'est très compliqué en fait. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on est condamné à rester toujours à vivre avec des illusions?
Il se trouve que non. Mais bon, c'est pas à l'époque de Platon qu'on pouvait savoir que l'esprit humain pouvait avoir une très grande puissance et une très grande force. Euh, Juste à l'époque, on remarquait que les gens, ils aimaient bien les illusions et c'était assez effrayant parce que dans l'allégorie de Platon, il y a un esclave qui est déchaîné. On le déchaîne et il peut sortir de la caverne. Alors il sort et au début, il est complètement ébloui par le soleil et puis finalement, il finit par s'y habituer et il finit par voir la vérité. Il voit un vrai cheval, il voit un vrai arbre, il voit le vrai soleil, etc. Et même si ça a été pénible, il a été ébloui au début, quand il voit la vérité du monde, il est transporté d'une joie immense, et il a qu'une seule envie, c'est de retourner dans la caverne pour dire aux autres esclaves de sortir de la caverne et d'aller voir dehors la vérité. Et bon, il me semble que dans l'allégorie de la caverne, évidemment, les autres esclaves le tuent. Mais c'est une bonne allégorie du philosophe, en fait. C'est celui qui... vous allez peut-être étudier la philosophie pendant 1, 2, 3, 10 ans, et en fait, à la fin, vous finissez par voir le monde de façon pas plus réelle, mais disons avec moins d'illusions en tout cas. Ça c'est sûr. Et donc, comme vous le voyez avec moins d'illusions, vous avez envie de dire aux autres, attention, tu vois des illusions. Et souvent, ce qu'on vous reproche quand vous faites ça, on vous dit pas merveilleux, merci de m'avoir sorti de mes illusions. La première réflexion que vous prenez quand vous essayez de faire ça, c'est souvent t'es un con, t'es un arrogant, tu te prends pour un philosophe, etc., etc. Donc en gros, euh, c'est vraiment quelque chose de difficile. Mais j'aime bien cette allégorie, elle résume beaucoup de choses. Et donc, comme l'homme aime bien se bercer d'illusions, bah, on n'a qu'à justement un peu travailler sur ces illusions pour qu'il continue à vivre dans un monde imaginaire, mais dans lequel on aura décidé de la forme de ces ombres qu'il voit dans le mur, au mur. On sait tout simplement avec l'expérience qu'un prix est négociable. Tous les prix sont toujours négociables en fait. Si un jour vous avez l'occasion de faire ce beau métier qui est le métier d'acheteur, vous verrez que tous les prix sont toujours négociables. Tout est toujours négociable. Le prix, le délai, tout toujours. Alors pas forcément au supermarché, mais en général, quand vous êtes face à un commerçant qui essaye de vous vendre ses meubles, sa voiture ou je ne sais quoi, eh bien toujours se dire le prix est forcément négociable. Et comment est-ce qu'on arrive à faire baisser un prix de vente? Eh bien tout simplement en argumentant, en disant voilà, euh, je pourrais en acheter plus, mais alors combien vous me faites de réduction, etc. Enfin, vous êtes dans un échange marchand, et on sait avec l'expérience que les prix sont négociables. Et vous savez d'ailleurs, si vous êtes un vendeur, que vous vendez forcément plus cher et vous gonflez toujours les marges, dans l'espoir que l'acheteur, justement, lui, cherche ne négocie pas. Bah, si vous ne négociez pas, vous avez rien compris à l'acte de vente. Il faut toujours négocier, un prix est toujours négociable. Et ça, on sait avec l'expérience. Et comment on fait pour négocier un prix, un salaire ou des tas de choses comme ça? Eh bien, il faut justement savoir argumenter. Quelque chose de très intéressant aussi, c'est avec l'expérience, on sait, il y a des paroles qui guérissent et des paroles qui blessent. C'est-à-dire que, par exemple, des paroles qui guérissent, c'est tout ce qui est d'ordre de la psychanalyse, ce genre de choses, toutes les thérapies de guérison par la parole, ou les groupes de soutien mutuel, ou ce genre de choses. Les endroits où on peut parler de soi, on peut parler de ses malheurs, on peut parler de ses problèmes, on peut vraiment avoir, on touche vraiment comme ça à l'idée d'une parole qui va nous guérir, qui va nous apaiser, nous faire du bien, qui va nous consoler, etc. Et d'ailleurs, heureusement ou malheureusement, mais une partie de la philosophie est basée là-dessus justement, l'idée d'avoir une parole qui vous perfectionne, ou l'idée d'avoir une parole qui augmente vos connaissances, ou l'idée d'avoir une parole qui vous guérisse, qui vous fasse du bien. Et il y a toujours eu d'ailleurs des philosophes et même l'équivalent des psychanalystes, c'est juste que ça a été différent à travers les siècles, mais il y a toujours eu des gens qui savaient écouter, qui savaient parler, et qui savaient vous dire des choses qui vous faisaient du bien. Euh, Exemple, hein, un bon prêtre, ça, au XVe siècle, un bon, peut-être plus au Xe siècle en France, un bon prêtre, c'était quand même, il y en a des mauvais aussi, mais un bon prêtre qui savait vous réconforter, vous parler de Dieu, de la beauté du paradis, etc. C'était quand même une parole
qui guérissait les souffrances d'une façon assez forte et assez puissante, surtout que les gens croyaient en Dieu à l'époque. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, ce serait plutôt la psychanalyse. C'est plus athée comme démarche, mais l'idée étant d'avoir justement un espace de parole où on va pouvoir parler de ses problèmes, de soi, et avoir, on espère avoir une parole qui peut nous guérir. Et l'inverse, hein, on peut aussi avoir une parole qui blesse, on le sait très bien, ça, c'est d'ailleurs souvent plutôt comme ça qu'on perçoit le pouvoir de la parole, c'est les insultes, les moqueries, ce genre de choses. Et là, on sent bien que la parole peut blesser. D'ailleurs, une insulte peut être vraie ou fausse, peut être supportable ou insupportable. Et une insulte qui est vraie et insupportable, là, va vraiment vous blesser. C'est-à-dire va vous faire du mal. Et il faut savoir aussi qu'il existe des paroles qui peuvent vous faire du bien. Et justement, souvent, souvent d'ailleurs, ouais, si souvent, enfin disons que je pensais à Spinoza quand je dis ça, mais il y a beaucoup de philosophes qui tentent d'avoir une parole apaisante ou qui essayent de vous montrer un monde dans lequel finalement on peut trouver le repos, le bonheur, et etc. Et enfin, on sait avec l'expérience que, comme j'ai dit, un homme peut être convaincu et peut justement, quand il est convaincu, effectuer une conversion, c'est-à-dire changer de mode de vie. On peut convaincre quelqu'un de devenir végétarien et finalement lui montrer que voilà, on fait du mal aux animaux, on n'a pas besoin de manger de viande ou de poisson, et il va se mettre à changer de mode de vie. C'est vrai que derrière tout ça, il y a à chaque fois la rhétorique d'une personne qui va justement travailler les idées, les illusions pour pouvoir aider, pour pouvoir justement dans le but que la personne change de mode de vie. Alors, pour continuer, je vais rester dans l'échange de signes codés en tant que logique, en tant que système, et je vais parler de la logique du système, comment fonctionne ce système justement. Alors, je vais parler des attributs du discours. On reviendra quand on parlera de métaphysique sur essence, mode et attributs, mais bon. Dans un discours, dans ce système-là, la première chose qu'elle on peut noter, c'est le choix des mots et le niveau de langage. Est-ce qu'on parle de façon familier, courant ou soutenue? Et donc, c'est une des premières réalités de ce système. Le choix des mots et le niveau de langage. Le genre de discours, le type de discours qu'on veut tenir. Est-ce que on veut avoir un discours judiciaire, délibératif ou épidictique, c'est-à-dire épidictique qui loue ou qui blâme? Alors, le premier type de discours, genre de discours, ça c'est vraiment ça vient de la rhétorique d'Aristote, tout ça. Hein. C'est le discours judiciaire, où notre auditoire serait a priori des juges. Donc on est un avocat et on est face à des juges et on plaide une cause. Comme j'avais pu le dire, hein, dans la Grèce antique, il y avait justement un tribunal qui permettait à tout le monde de porter plainte contre un citoyen qui s'était mal conduit dans la cité. Donc face à ces juges, on va plaider notre cas pour leur dire voilà, tel citoyen a fait telle bêtise et il faut le punir. Et donc quand on est dans ce mode de discours, dans ce genre de discours, pardon, on va accuser ou défendre, on va accuser ou défendre, on va utiliser des valeurs, le juste et l'injuste, et on va utiliser des arguments types qu'on appelle antimèmes ou déductifs. On va revenir en détail sur ça. Donc je suis devant des juges, je leur tiens un discours pour accuser une personne ou défendre une autre. Cet homme a commis un crime et les preuves sont, etc., etc. Les valeurs, c'est le juste et l'injuste. Cet homme a commis un crime, et c'est évidemment un crime est injuste. Hein, voilà, on n'est pas en train de savoir si le crime était utile. On n'est pas en train de savoir si le crime c'est bien en soi. On est de dire voilà, c'est injuste. Voilà, cet homme a volé tel autre, c'est injuste. On va pas dire que cet homme a volé tel autre, mais en même temps, on va pas justifier est-ce que c'est bien ou mal de voler, ou est-ce que c'était utile qu'il lui vole effectivement quelque chose. Non, on est là vraiment pour c'est injuste, il avait pas le droit de voler, il l'a quand même volé. Et donc face à des juges, on va utiliser les arguments types, ce sont les antimèmes, c'est-à-dire en gros les preuves, les faits. Il y a trois types en gros d'antimèmes, c'est du plus ou moins sûr, du plus ou moins probable. Il y a les faits irréfutables, heure, date, lieu, etc., etc.
Il y a les vraisemblables, c'est-à-dire la façon dont on connecte ces preuves entre elles. Par exemple, vous avez Monsieur Dupont et Monsieur et Monsieur Durand dans une pièce. On a retrouvé Monsieur Dupont il s'est pris un coup de couteau et qui est mort. Et dans la main de Monsieur Durand, on a retrouvé un couteau plein de sang. Et il était dans la même pièce que Monsieur Dupont. Il est vraisemblable que ce soit Monsieur Durand qui ait planté Monsieur Dupont. C'est vraisemblable. On n'a pas la vidéo de caméra surveillance qui montre le coup de couteau, mais c'est vraisemblable. Et là encore moins probable. On continue à travailler sur des faits. On dit pas voilà Dieu est intervenu. Non, on continue à parler des faits qui se sont vraiment passés. Et troisième type d'argument, c'est plus ou moins ambigu. Je pourrais dire oui, mais c'est Monsieur Dupont qui a demandé à Monsieur Durand de le poignarder. Voilà, c'est probable. Les faits pourraient montrer effectivement ça. Ou vous pourrez dire bah Monsieur Dupont s'est suicidé et Monsieur Durand a essayé de le sauver. C'est aussi probable, mais c'est moins probable que ce qui était vraisemblable, c'est-à-dire que ça soit un meurtre. Et voilà. Donc on travaille sur des faits et des preuves, essentiellement quand on est en justice. Voilà. Alors, deuxième type de genre de discours, le délibératif. Quand on parle à une assemblée, par exemple, quand on parle à l'Assemblée nationale, ce qui m'arrivera jamais, et quand on parle devant des gens, quand on fait un exposé en classe, par exemple, ou quand vous faites un exposé devant votre chef, votre patron dans le service dans lequel vous travaillez. Donc c'est un discours délibératif. On délibère tous ensemble, on parle tous ensemble, on discute tous ensemble sur un certain nombre de sujets. Euh, donc là, ce qu'on cherche à faire, c'est à conseiller, à déconseiller. Discutons le budget de la chaudière de l'appartement, discutons de la façon dont on va investir le budget de l'année 2013, discutons tous ensemble de ceci ou de cela. Et là, donc on est là pour conseiller ou déconseiller. Les valeurs qu'on va utiliser sont l'utile et le nuisible. C'est-à-dire, il est utile de changer la chaudière parce qu'elle risque de pas passer l'hiver, et si elle passe pas l'hiver, on aura froid tout l'hiver, etc. Voilà, c'est ce qu'on va défendre. Il est utile de faire ça, nous devrions investir dans telle chose, etc., etc. Ou nous ne devons pas, nous l'Assemblée, quand on discute, dans le futur, nous ne devons pas faire ci ou nous ne devons pas faire ça. Et là, on va essayer de donner des exemples. Voilà, nous ne devrions pas faire ça parce qu'on a vu dans le passé un certain nombre de choses sont arrivées. Et puis là aujourd'hui on est dans le présent et si on doit prendre une décision dans le futur, eh bien il va falloir prendre des arguments dans le passé pour les donner quand on le délibère pour démontrer que on a raison et donc dans le futur on va avoir un certain nombre d'actions. Très important en politique, la délibératif, c'est-à-dire que le passé étant ce qu'il a été, dans le présent, on va prendre un certain nombre de décisions pour pas répéter les erreurs du passé. Dans le présent, dans le présent, on prend des décisions pour que dans le futur, on ne répète pas les erreurs du passé. Voilà. Sachant qu'on n'était pas du tout dans le judiciaire, là, on n'était pas du tout en train de convaincre de la meurtre, de l'injustice d'un crime, machin a tapé sa femme, c'est injuste, les faits sont là, etc. On n'est pas comme ça. Là, on est plutôt dans le délibératif et on va tous ensemble discuter et on va donner des exemples. Voilà. L'histoire a démontré que travailler 70 heures par jour, c'est pas forcément le bonheur, donc on va essayer de travailler moins et prendre des disciplines, etc., etc. Troisième type de discours, épidiptique, qui loue et qui blâme. Ça, on peut trouver ça souvent, par exemple, si vous regardez, je sais pas, des émissions comme On n'est pas couché le samedi soir, c'est souvent des discours épidiptiques où ils vont louer machin, écrit un livre, il est extraordinaire, il s'est vendu à 35 000 exemplaires, etc., etc. Et donc là, on est face à des spectateurs, voilà. C'est comme si je me mettais à faire l'apologie d'Emmanuel Kant. Emmanuel Kant, il est génial, il a révolutionné la philosophie, etc., etc. Bien, là, je loue, je blâme. Voilà, c'est pareil quand on a un discours politique, mais qui serait pas dans le délibératif où discutons pour trouver des solutions dans le futur, mais qui serait plutôt dans le quand on va traiter un sujet, par exemple, on peut dire les centrales nucléaires sont une abomination, etc. Là, on loue, on blâme, pareil. Mais si vous voulez, on essaie de convaincre l'autre de ce qui est bon et de ce qui est pas bon, mais on n'est pas en train de réfléchir pour préparer l'avenir.
justement, on est là vraiment dans le discours pour convaincre l'autre à la va-vite, etc. Donc, les valeurs défendues sont nobles ou viles. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui est génial, extraordinaire, qu'est-ce qui est mauvais, hein, ainsi de suite. Les arguments types, amplification, c'est-à-dire que quand je veux dire oh, tel auteur, il est tellement extraordinaire, il a vendu 150 000 livres, il est connu, il fait des conférences dans le monde entier, il est extraordinaire, il parle 4 langues, etc. Donc on va toujours en mettre plus. Ou si on veut dire du mal d'un type, oh, c'est un sale con, il pue de la gueule, en plus on comprend rien à ce qu'il dit, il écrit mal, il torchonne, etc. Il paye pas son loyer, et en plus il va à sa femme, et puis etc. Ça, ouais. Vous voyez, et on va toujours en rajouter une couche. L'idée étant justement de louer ou de blâmer une personne. Alors, ça c'était les genres de discours. Le judiciaire, donc je vais parler devant des juges, etc. Le délibératif, je parle devant une assemblée pour qu'on décide tous ensemble. Et l'épidictique, c'est justement pour convaincre la plupart des gens que ça c'est bien et ça c'est pas bien. Par exemple, si vous êtes un prêtre, vous faites un prêche dans une église, euh, si vous vous demandez, si vous faites justement de l'épidictique, vous allez louer, blâmer, dire ce qui est bien et ce qui est pas bien. C'est un peu la même chose des journalistes d'ailleurs. Et quand on est par contre que ce qu'on va dire va avoir une implication dans le futur, mais c'est-à-dire qu'on décide aujourd'hui ce qu'on va faire dans le futur, là on a un autre type de discours délibératif, et on n'est pas en dire la preuve, les preuves nous montrent que il faut changer la chaudière parce que sinon, non, on confond pas le genre de discours. Et judiciaire devant des juges, donc accusé, défendre, mon client est innocent, on dit pas parce qu'il est gentil, on dit il est innocent, les faits montrent qu'il est innocent, etc. Justement, ça serait marrant un avocat qui dise ne condamne pas mon client parce que il est gentil, il est sympa, il donne de l'argent à la Croix-Rouge, etc. Enfin, vous voyez, donc ça aurait aucun sens. Et, euh, et pareil, un avocat qui défendrait son client en disant, vous voyez, si aujourd'hui on le condamne, vous vous rendez compte, il pourra pas rentrer chez lui ce soir. Et puis les exemples ont montré que si on met des gens en prison, ils deviennent pires qu'avant. Bon bref, on n'est pas là pour avoir ce genre de discours, on est là pour montrer des faits et que les faits sont bien sûr à l'avantage de son client quand on est avocat. Vous voyez, différents types de discours. Alors, encore une chose, toujours dans la logique de système hein, et des argumentaires, il y a trois choses sur lesquelles on peut s'appuyer pour soi-même être plus convaincant. C'est la première, l'éthos. Alors, je vais vous lire, hein, ça je l'ai repris de Wikipédia essentiellement. L'éthos, c'est le caractère qui doit prendre l'orateur pour inspirer sa confiance. Son équité était presque plus efficace que ses preuves, explique Aristote. L'éthos regroupe alors la sincérité, la sympathie, la probité et l'honnêteté. Cette dimension du discours est citoyenne, étroitement liée à l'idéal démocratique. C'est très très vrai. C'est-à-dire que vous aurez en gros plus tendance à voter pour un homme politique qui vous inspire la confiance, le respect, la sympathie, etc. Alors qu'un homme politique qui vous inspire ni la confiance, ni le respect, ni la sincérité, euh, et vous allez moins voter pour lui. Et quand je touche sur cette corde-là qui pourrait vous convaincre, je touche à ce qu'on appelle l'éthos, donc voilà, la confiance. Si vous avez confiance en moi, vous allez écouter ce que je veux dire. Si vous n'avez pas confiance en moi, vous n'allez pas écouter ce que je veux dire. Indépendamment de ce que je dis, si ce que je dis est vrai ou pas d'ailleurs. Deuxième chose, alors l'éthos, le pathos. Le pathos, c'est l'ensemble des émotions et des passions, des sentiments, etc. C'est la deuxième corde sensible sur laquelle on va jouer pour convaincre une personne. Donc la première, c'était je suis sympa, faites-moi confiance. La deuxième, euh, ses émotions. Alors les émotions, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal, mais en gros, vous vous rendez compte, voilà, quand quelqu'un va vous demander de l'argent dans la rue, il va jouer sur votre pathos. Il va pas jouer, il va pas dire filez-moi 5 balles, je suis un mec réglo, je vous les rendrai, etc. Ça aurait pas de sens. Quand quelqu'un vous tapez du fric dans la rue, il va jouer sur votre pathos, justement, va te dire écoutez, je suis dans la misère, aidez-moi, etc. Il va jouer seulement sur la corde des émotions, etc. Troisième corde sur laquelle on peut jouer pour convaincre une personne, c'est le logos. En gros, un certain nombre d'arguments logiques qui vont nous permettre de le voilà, l'argument propre et surtout la logique de l'argumentaire ou un argumentaire logique plus exactement pour pouvoir convaincre l'autre. Donc les trois choses, les trois cordes sensibles sur lesquelles on joue quand on veut convaincre une personne, c'est l'éthos, le pathos et le logos.
Encore une dernière chose, toujours quand on est dans cette idée de système, qu'est-ce qu'il y a encore dans ce système? Il y a toute la culture générale qu'on peut apporter à sa propre argumentation. C'est qu'une argumentation avec beaucoup de culture générale est toujours toujours, est souvent plus efficace qu'une argumentation dans laquelle on ne cite jamais personne ou on ne parle jamais de d'autres personnes, parce que ça fait de vous ou ça fait penser que vous êtes une personne qui en gros elle aurait redécouvert la Lune, elle a tout compris toute seule, elle a eu jamais eu besoin de quiconque avant elle, personne n'a jamais rien expliqué, personne n'a jamais rien compris à part soi, et donc tout part de soi. C'est pour ça que quand vous rajoutez la culture générale, vous pouvez montrer que toute votre culture n'est pas que basée sur votre propre expérience, mais l'expérience de tas de gens à travers le temps, etc. Et donc rajouter toujours de la culture générale, aussi c'est à double tranchant, faut faire attention à son auditoire, si mon auditoire peut pas comprendre justement le surcodage que vous mettez dans votre langage, c'est-à-dire vous ne mettez pas seulement des signes, c'est-à-dire des mots, vous mettez en plus des symboles, et si personne ne comprend ces symboles-là, parce qu'il faut avoir une culture générale pour les comprendre, eh bien justement il faut faire attention, mais mettre de la culture générale, montrer qu'on a lu beaucoup de monde, qu'on connaît beaucoup d'idées, qu'on a travaillé, etc., c'est aussi une bonne façon, ça rentre dans cette matrice qu'est le système justement qu'on va essayer de développer pour convaincre une personne. Puis la dernière chose, hein, dans son système, imaginez ça vraiment comme une sphère. Hein. C'est une sphère et tout le pourtour de la sphère, elle est codée, limitée par des mots, des signes, des symboles. Et c'est justement en travaillant sur tout ça qu'on va pouvoir convaincre une personne. Et la meilleure façon d'y arriver, c'est justement de pratiquer au quotidien. Bon, alors je vais m'arrêter ici pour cette vidéo-là. Ça m'a fait très plaisir de parler avec vous de rhétorique. J'ai encore pas mal de choses à vous dire sur la rhétorique. On va pas s'ennuyer. Je pense que la prochaine vidéo sera un peu plus marrante puisqu'on a vraiment rentré dans le type d'argumentaire très précisément. Et puis encore après, peut-être une troisième vidéo pour parler justement de la manipulation mentale. Et puis voilà, bah, ça m'a fait plaisir que vous ayez suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et puis je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.